Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent ce soir et d'être aussi nombreux à nous rejoindre pour cette séance désormais bien installée dans le paysage avec nos collègues de Paris-Malaquais, hein, puisqu'elle a lieu tous les ans. Yann et Audrey pourront présenter plus en détail, voilà, le programme et le contexte dans lequel tout ça prend corps. Je voudrais juste dire un mot vraiment de remerciement extrêmement chaleureux à Laurent Lebon, qui nous fait l'amitié de venir. C'est évidemment très difficile de présenter Laurent tant son parcours, son travail, ses expositions ont marqué encore beaucoup d'entre nous. Je voudrais, et évidemment, tout ce qu'il fait avec le centre et pour le centre et en dirigeant le centre, je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, moi, à titre personnel, Laurent, il y a des expos qui m'ont beaucoup marqué et plus que d'autres. Et tu en as souvent été le commissaire, donc voilà. Je pense en particulier à l'exposition sur les dioramas, qui avait été pour moi vraiment très marquante il y a quelques années au Palais de Tokyo. Et puis aussi, te remercier parce que tu n'es pas seulement un grand commissaire, un grand président du centre, mais aussi, j'ai envie de le dire comme ça, c'est peut-être pas très habituel, mais un bon camarade. C'est-à-dire que tu es toujours présent auprès des institutions culturelles dans leur ensemble lorsqu'elles en ont besoin. Tu l'as été quand je dirigeais le Palais de la Porte Dorée auprès du Musée national de l'histoire de l'immigration. Tu l'es ici ce soir aux Beaux-Arts et tu l'es régulièrement à nos côtés. Et ça, vraiment, c'est un des aspects et un de tes traits de caractère qui est le plus, je trouve, remarquable, et je voudrais t'en remercier chaleureusement. Ce soir, on t'accueille pour cette conférence. Donc, je vais surtout céder la parole à ceux qui savent, mais d'abord à nos collègues de Paris-Malaquais, avec lesquels on organise ensemble ce workshop et ce travail, et donc cette conférence. Et vous souhaitez à toutes et tous une très belle soirée en compagnie de Laurent Lebon. Merci beaucoup. Hélène a tout dit. Donc, juste un mot pour me réjouir que pour la troisième année effectivement consécutive, les Beaux-Arts de Paris et l'École d'architecture de Paris-Malaquais puissent organiser une conférence commune autour, dans le cadre du cours ou du séminaire L'Entour, qui nous réunit aussi sur la question de l'histoire et des techniques de scénographie, un sujet qui est au croisement de toutes nos disciplines. Et je précise que depuis cette année, l'Entour a été rejoint, enfin le Centre Pompidou a rejoint donc cette équipe de l'Entour, de même que l'École des Arts Décoratifs. Donc c'est un dispositif qui monte en puissance. On aura peut-être d'ailleurs une conférence très intéressante dans quelques semaines, mais on ne peut pas encore en parler au Centre Pompidou. Dans le cadre de l'Entour. Voilà, donc, et puis je remercie évidemment, on est très 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 heureux, honoré de recevoir Laurent Lebon. Je connais moi aussi et j'admire le praticien, et je vais découvrir ce soir le théoricien. Et c'est assez rare que Laurent voilà, fasse ce genre d'exercice de retour sur son œuvre. Et donc on est très impatient de l'entendre. Voilà, bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes tous ravis, comme vous vous en doutez, d'accueillir ce soir Laurent Lebon. Je suis Audrey Illouz, je suis responsable de la programmation culturelle aux Beaux-Arts de Paris. Et je suis ce soir en compagnie de Yann Rocher pour cette
session de penser le présent un peu spécifique, puisqu'elle est, vous l'aurez compris, inscrite dans ce beau partenariat avec l'Entour. Mon prédécesseur Alain Berland avait accueilli Françoise Vergès et Chris Dercon, et donc c'est pour nous un énorme plaisir ce soir, Laurent Lebon, d'être avec vous et d'avoir la chance de poursuivre avec vous. Je me plie à l'exercice qui consiste à vous présenter. Et vous êtes nombreuses et nombreux à le savoir dans cette salle, mais vous êtes conservateur général du patrimoine. Vous êtes président depuis juillet 2021 du Centre Pompidou, mais vous connaissiez très bien ces murs puisque vous aviez été entre 2000 et 2010 conservateur au Musée national d'art moderne, puis vous avez dirigé ensuite le Centre Pompidou-Metz jusqu'en 2014, avant de faire un petit pas de côté vers le musée Picasso et de revenir enfin au Centre Pompidou. Vous avez été commissaire d'une 50aine d'expositions, mais ce soir, c'est sur 7 d'entre elles que nous allons revenir. Et j'aimerais partager avec vous quelques souvenirs de visiteuses d'exposition. Alors, je ne vais pas être trop longue, mais en 2006, vous signez l'exposition Dada au Centre Pompidou. On n'y suivait pas un parcours tout tracé, mais au contraire, ce qu'il en reste, ce dont on se souvient, ce sont ces circulations où chacun pouvait se frayer librement un chemin dans l'esprit Dada, plus que dans même le parcours d'une exposition. On se souvient aussi de ce catalogue d'expositions qui a fait date en forme d'annuaire, de bottin, on aurait dit à une autre époque. Je pense que pour certains d'entre vous dans la salle, le mot bottin n'est peut-être et même déjà périmé, et où l'introduction se retrouvait à la lettre I et non pas en introduction. Donc ce catalogue a fait date. En 2009, vous co-signez l'exposition Vie, une rétrospective avec Mathieu Copland, John Armleder, Maïtou Perret, Clive Philippot et Gustave Metzger. L'exposition est de courte durée, un mois seulement, mais elle va faire couler beaucoup d'encre. À chaque espace et à chaque artiste son vide, d'Yves Klein à Robert Barry en passant par Maria Echorn. Mais désormais, il n'y a pas de cocktail et pas de cérémonial pour Yves Klein, mais un même principe curatorial, un cartel qui était placé au seuil de chaque espace vide dédié à chaque artiste et qui devenait comme ça une boîte propice à la méditation, à l'observation, chacun son impression. En 2010, vous signez Chef-d'œuvre au Centre Pompidou-Metz et c'est l'exposition inaugurale du Centre Pompidou-Metz, Chef-d'œuvre avec un point d'interrogation. C'est cette fois-ci la notion même de chef-d'œuvre qui est interrogée. Et c'est aussi une exposition qui offre l'occasion d'avoir hors de Paris un nombre considérable d'œuvres. Le dispositif scénographique est assez marquant. À rebours, on ne spoile plus. Mais je me souviens, en tout cas, j'ai cette impression de ce que j'appellerais une meurtrière, même si c'était vertical, prise dans un jeu de noir et blanc où le spectateur assumait vraiment clairement sa position de regardeur. Il n'avait pas le choix, d'une certaine façon. Certaines des expositions évoquées ce soir n'ont pas eu lieu au Centre Pompidou, mais dans d'autres institutions. C'est bien sûr l'exposition Jeff Koons au Château de Versailles, l'exposition Jardin au Grand Palais, l'exposition Cabinet de curiosité à Landerneau, ou encore l'exposition Diorama que mentionnait Hélène tout à l'heure au Palais de Tokyo et qui touche à la forme même de l'exposition, parce qu'une exposition sur les dioramas, c'est une exposition sur l'exposition. Et parmi l'immense champ de réflexion qu'ouvrait cette exposition, elle nous a aussi laissé la possibilité à nous, spectateurs qui ne pourront jamais réellement connaître l'expérience théâtrale du diorama de Paris de Daguerre et Bouton, de l'entrevoir dans le parcours de l'exposition. C'était assez inattendu à travers une œuvre transition, Naguère Daguerre, de Jean-Paul Favant. Et ce moment d'exposition aussi qui reste très prégnant au milieu de toutes ces œuvres. Comme on peut le lire dans le catalogue de cette exposition, il est écrit « Cette exposition se place dans la lignée des expositions impossibles
Et je suis sûre que nous allons revenir ce soir à la question des expositions impossibles. Et c'est sur ce constat que je laisse la place à Yann Rocher. Oui, je voudrais compléter le propos d'Audrey par 3 idées. La première, c'est que nombre de projets de Laurent Lebon semblent confronter le genre de l'exposition à une difficulté, pour ne pas dire une forme d'impossible. L'exposition est à la preuve quand elle assume le kitsch face à l'impératif du bon goût. Je pense là à Nain de Jardin. L'exposition se fonde volontairement sur une contradiction quand elle institutionnalise un courant artistique qui nie par définition toute classification et canonisation par le musée. Vous aviez deviné, je pense cette fois à Dada. Je vois une autre forme de paradoxe dans le geste d'exposer des cabinets de curiosité au pluriel, une sorte, je cite, de méta-cabinet de curiosité regroupant 16 expositions en une seule, car le merveilleux qui se dégage de ce type de lieu repose généralement sur le caractère unique et quelque part incomparable de la collection. Et s'il fallait forcer le trait, c'est sans doute Vide, qu'Audrey a déjà décrite, qui pousse cette logique le plus loin, puisque le parcours consiste en une série de salles débarrassées de tout artefact matériel. L'exposition n'est plus qu'un contenant, une mise en abîme du vide et une mise en crise de l'exposition comme genre, autrement dit, un questionnement radical en creux de sa valeur. La deuxième idée suppose un mouvement de caméra passant de l'œuvre à un ensemble d'œuvres et d'une exposition à un ensemble d'expositions, en partant du principe que si une exposition construit des liens entre des œuvres, un commissaire élabore sans doute des liens entre les expositions, et on peut se le permettre, du reste, quand on en a signé une 50aine. De ce point de vue, on est tenté de voir plusieurs généalogies parmi les opus de Laurent Lebon. Le jardin peuplé de nains à Bagatelle résonne avec les sculptures de Jeff Koons à Versailles. Les vitrines des dioramas fourmillent de détails autant que celles des cabinets de curiosité. La mise en boîte de Pompidou, amorcée par l'exposition Buren, se parachève possiblement dans les boîtes de l'exposition Vide. Dada et chef-d'œuvre, enfin, se rejoignent peut-être sur un même point d'interrogation. Quel est le statut, quelle est la place d'une œuvre au sein d'une collection? Il y aurait certes la dimension statement de l'exposition, cérébrale au point que Vide puisse s'entendre comme le 4 minutes 33 du curatorial, mais aussi la dimension reenactment de l'exposition. Et c'est la troisième idée que je voudrais avancer, quand l'exposition se penche sur des formes anciennes et ausculte comment l'art, d'époque en époque, les réactualise. C'est tour à tour l'histoire des collections muséales dans chefs-d'œuvre, l'histoire des jardins et des expositions sur ce thème dans Jardin, et bien sûr les cabinets de curiosité et les dioramas déjà cités. S'il s'agit à chaque fois de traversées historiques, ces projets nourrissent aussi au passage une archéologie des formes d'exposition et de scénographie, et cette convocation des origines doit probablement inspirer le déploiement spatial de l'exposition, imaginé avec la ou le scénographe, en l'occurrence plutôt là, puisque on a remarqué que c'était plutôt un compagnonnage avec Yasmine Ossebi et parfois Laurence Fontaine. Et j'émets cette hypothèse en constatant que l'espace de l'exposition est souvent accompagné d'un geste important. Or, ces aspects nous intéressent vivement avec mes camarades de l'entour, donc ce cycle de scénographie qui réunit, outre les Beaux-Arts et Paris-Malaquais, le pavillon de Beaujeu-Malaquais, l'école des Arts Déco et plus récemment le Centre Pompidou, grâce à Stéphanie Quentin Biancalani, mais aussi à votre soutien, Laurent Lebon. Je vous laisse la parole. Il y aura un échange ensuite avec le public. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager votre fabrique. Bah écoutez, cher Audrey, cher Yann, je peux partir, je crois. Ça chauffe sec, mais bon, ça fait un peu étrange d'être dans ce lieu magique et d'entendre sa vie un petit peu comme ça, traverser les moments, et puis finalement de se rendre compte qu'un vieux mâle blanc, au Centre Pompidou qui s'occupe de la photocopieuse et du papier toilette, peut venir parler un petit peu de son passé curatorial. Mais en tout cas, un grand merci pour votre invitation. Je crois que nos deux sympathiques directeurs, Hélène et Jean-Baptiste, ont oublié d'annoncer les choses, ont oublié de dire qui était le futur directeur de l'école des Beaux-Arts et que c'était la fusion entre les 4 établissements. Non, c'est ça, non? J'ai raté un épisode. Ah oui, non. Bon, ça fait rire personne. Bon, en tout cas, 1000 merci aux Beaux-Arts, à Paris-Malaquais,
à l'École des Arts Décoratifs, au Centre Pompidou, un clin d'œil à notre nouvelle curatrice star Stéphanie qui a eu cette idée, et puis un petit clin d'œil appuyé au pavillon Bozio. Pourquoi? Parce que, je vais vous faire la révélation ce soir, le Centre Pompidou ne ferme pas, il se métamorphose. Et alors, on se métamorphose, on est à Lille, j'espère que vous serez peut-être avec nous dès mercredi, et sinon un peu plus tard à Metz, avec un jeune artiste qui débute, j'ai oublié son nom, Maurizio, un truc comme ça, qui s'est spécialisé dans la banane ces temps-ci. Donc il y en aura 2 de plus à Metz. Et puis Monaco, voilà. Et oui, cet été, ne ratez pas le Grimaldi Forum. Et donc le pavillon Bozio, je ne sais pas si le pavillon Bozio sera de la fête, j'imagine, mais avec grand plaisir. Voilà, donc ça me fait tout drôle de vous parler. Alors, j'ai découvert tout à l'heure le temps de conférence. J'avais prévu 3 heures de conférence, mais finalement, bon, je vais réduire un petit peu parce que je crois qu'il y a l'idée des questions et ça me fera très plaisir d'y répondre. Je vois que des personnes sont debout. Ça, c'est super chiant. Il reste encore quelques places. Et comme ça, maintenant, vous êtes bloqués pendant 3 heures. Il y a le côté performatif. Vous savez, c'est un petit peu comme les diplômes des Beaux-Arts. On les enfermait combien de temps? Non, c'est ça, une journée. Et puis, il fallait sortir le truc. Voilà, donc là, vous allez devoir tenir jusqu'à minuit. Mais bonne nouvelle, qui dit fusion, dit fête au village. Et donc, ne partez pas, champagne et caviar à la fin. Et oui, c'est une idée d'Hélène. Je l'en remercie. Il fallait faire simple pour un grand moment. Je crois qu'elle a été ramasser tous les débris suite à l'orage. Et donc, on va pouvoir aller fêter ça. Et oui, vous savez que c'est un moment de grande joie en ce moment. Vous avez remarqué comme le monde est dynamique et autre. Voilà. Donc, depuis quelque temps, c'est-à-dire une trentaine d'années, je commence toutes mes conférences avec un nain de jardin pour vous dire bonsoir. Voilà, c'est une manière aussi de partir plus vite. Bon, là, je vais rester. Voilà, parce qu'en fait, je ne connais pas grand-chose au monde curatorial, mais en revanche, je suis un pas trop mauvais nanologue. Voilà, un spécialiste des nains, comme ça a été rappelé par Yann. Merci de m'avoir remis encore. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, mais finalement, c'est pas mal. Alors ce soir, je sens un public pas encore tout à fait conquis. Je vais voir combien de personnes vont partir. Alors pour celles et ceux qui veulent quand même partir, je précise qu'il y a une sortie à la fin. Et comme vous êtes plongé dans le noir, vous pouvez partir discrètement. Voilà, donc je m'en vexerai évidemment très forcément, parce qu'il y a beaucoup d'amis ce soir, mais quand même, n'hésitez pas quand vous en avez vraiment ras-le-bol. Voilà, donc le nain, il m'accompagne, et finalement, je me suis dit que c'était assez drôle. Alors, ce soir, il est lié un petit peu au sujet, parce que c'est lié à une exposition de 2000, mais je montre toujours cette diapositive. Alors cette slide, comme on dit aujourd'hui, au début de quelconque conférence sur n'importe quel sujet. Et je vous assure que, par exemple, à Matignon ou à l'UNESCO ou autre, c'est assez drôle, ça perturbe un peu. L'idée m'était venue d'un conservateur qui était un spécialiste de la grotte de Lascaux et qui avait paumé son carrousel de diapositives entre 2 avions. Et donc, il m'avait dit, depuis ce jour-là, je fais ma conférence avec une seule diapositive. Voilà. Et il tenait sur tout sujet. Voilà. Donc là, pendant 3 heures, je vais vous parler des expositions. Voilà. Mais vous l'avez compris, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais pourquoi 7 ? Alors je me suis dit, tiens, parce que je me savais ce matin, je me suis dit, tiens, voilà, il y a de ça quelques années, on prenait évidemment dans les diapositives. Désormais, on fait ça avec quelques clics. Mais je me suis dit, 7 nains. Voilà, très original. Et oui, voilà, vous avez la clé. Parce que certains se sont dit, mais s'il a super bossé, ça va être extrêmement dynamique. Et non, mais non, c'était tout bête. Je me suis dit, comme il y avait enfin, je n'en ai vu que 15 minutes, je suis parti, mais ce terrifiant remake de Blanche-Neige et les 7 nains, je dis, ce soir, je me lance. Voilà. Alors, au demeurant, cette photo, qui est donc un extrait du parcours de l'exposition qui s'appelait 2000 nains à Bagatelle, elle est un petit clin d'œil curatorial, puisque parfois, certains de mes collègues, vous savez, adorent reconstituer des ensembles dispersés, notamment dans le domaine de l'art médiéval. Vous avez vu peut-être quelques expositions récentes où mes collègues prennent pendant 4 ans, 5 ans de leur vie pour reconstituer des ensembles, un volet d'un retable qui est parti en Allemagne, une prédelle qui est partie en Italie, je ne sais quoi, et hop, on reconstitue le temps d'une exposition. Eh bien, cette image, c'est un clin d'œil à cette geste curatorial, puisque c'est la fameuse reconstitution du triptyque bien connu, Dwarf, Dwarf 1, Dwarf, Dwarf 2, Dwarf, Dwarf 3. Et oui, je vous le dis, chers amis,
notamment les plus jeunes d'entre nous, puisque c'est aussi, je vois, dans ce public, pas âgé, mais légèrement, voilà, deux ou trois étudiantes et étudiants, merci d'être là ce soir, c'est le triptyque de présence Panchounette. Voilà, il quitte le monde de l'art contemporain avec, au premier plan, celui qui appartient à la Fondation Cartier. On va voir si M. Dercon va oser le montrer. Hein, vous avez plus longtemps à attendre, hein, le 25 octobre, préparez-vous. Voilà, ça peut être sympa quand même, comme sur la place du Palais Royal pour dire bonjour, ça va coller bien avec l'architecture de Jean Nouvel. Le deuxième, c'est celui qui appartient au FRAC des Pays de Loire, permet de faire un petit clin d'œil au moment que nous vivons. Voilà, je crois qu'il faut savoir qu'on est dans un pays, c'est pas tous les jours facile de défendre la culture, mais on est aussi dans un pays où le soutien public de la culture est encore là et il va falloir se battre pour que ça perdure. Clin d'œil politique de la soirée. Et à l'étage, c'est celui qui appartenait à Ben. Et donc évidemment, je lui dédie cette soirée, un peu dada, par la reconstitution de ce triptyque qu'il avait remis en majesté dans sa maison. Alors dans la nanologie, il y a évidemment la sous-branche de la nanogénèse, extrêmement complexe, qui demande beaucoup d'années d'études, puisque c'est comment naît un nain de jardin. Voilà, extrêmement compliqué, puisqu'il y a beaucoup de nains de jardin et très peu de naines de jardin. Alors attention, ce n'est pas une position post-MeToo, je tiens... Voilà, c'est juste un constat. Et dans l'hypothèse de l'exposition, je me tenais un petit peu en dehors du monde de la sexualité et j'arrivais à la conclusion que le nain de jardin, en fait, était d'origine chthonienne. C'est-à-dire qu'il émergeait des entrailles de la terre et il perçait avec son petit bonnet rouge. Voilà. Oui. Et oui, vous voyez, c'est pas mal pour commencer les comités de direction au Centre Pompidou. Et donc, le petit bonnet rouge, évidemment, il ressemble beaucoup à un autre bonnet rouge. Et en fait, tout ce que je vais vous montrer ce soir, c'est l'inverse de cette image. C'est l'idée de montrer qu'une institution culturelle a une identité, a une spécificité. Et donc, je vous propose un petit parcours. Alors, on ne s'est pas du tout concerté avec Audrey et Yann, mais merci, puisque finalement, il va y avoir... Ça va peut-être marcher, on va pouvoir faire une dialectique. Et notamment, j'ai proposé de commencer par Dada, puisque finalement, peut-être qu'on va voir si c'est le cas encore dans 3 heures, mais l'exposition est un petit peu Dada. Voilà, et je vous ai montré, finalement, ce qui était le plus sympa dans cette expo, c'était le plan, puisque une sorte de jeu d'échecs, avec notamment, j'attire votre attention sur cette entrée. Vous voyez, on entrait par ici et on sortait par là. Malheureusement, l'expo a eu un petit peu de succès. Et j'ai rencontré bien des années après des personnes qui m'ont dit « Ah Laurent, elle était super cette exposition, mais je l'ai trouvée un peu courte. » Alors j'ai dit « Mais quand même, alors qu'est-ce que j'avais pas pris dans la gueule? 2000 œuvres, on n'en peut plus de ton expo et tout ça. » Et donc j'ai poussé un peu le raisonnement. Et c'est là où j'ai découvert en fait que les gens sont rentrés là et sont sortis là et n'ont jamais vu le reste. Voilà. Donc au moins, j'aurais réussi l'expo la plus courte de l'histoire du Centre Pompidou. Voilà. Bon, sinon on rentrait voilà, par là. Et voilà, cette fameuse entrée avec tous les portraits de nos amis Dada. Et j'avais mis la Sainte Vierge de Picabia en tache d'encre noire au centre, un système de cellules. Et évidemment, je le dirais avec beaucoup moins de talent que Yann, mais cette idée de reenactment, pour reprendre votre terme superbe, elle était au cœur de ce projet, puisqu'au fond, une expo Dada, c'est quand même une contradiction dans les termes, c'est mortel, c'est chiant à mourir, c'est l'inverse de ce que c'était sans doute les Dada. Ils l'ont écrit, ils l'ont défendu, donc évidemment un horrible technocrate culturel s'affrontant à ce sujet, ça ne le faisait pas. Bon, je suis parti quand même d'un principe qui était déjà de se battre contre quelques-uns de mes collègues, parce qu'il faut voir que le Centre Pompidou n'est pas très Dada, il est plutôt surréaliste. Je ne veux pas rentrer trop vite dans des querelles d'histoire de l'art, surtout qu'il y a d'éminents historiennes et historiens de l'art ce soir, mais pour le dire un tout petit peu vite, le Centre Pompidou avait une tendance, et peut-être a toujours une tendance, à expliquer que Dada était une sorte de préhistoire du surréalisme, notamment par un constat simple que beaucoup de membres du mouvement Dada ont basculé après dans l'aventure surréaliste. Pour ma part, mais je ne suis évidemment pas seul à penser cela, je pensais au contraire que le Dada avait une force en soi, et c'était cette dynamique-là qu'on voulait défendre. Et celui d'ailleurs qui le dit très bien, c'est Marcel Duchamp. D'ailleurs, petit scoop pour vous ce soir,
nous allons le célébrer, puisque vous savez qu'il avait fait l'inauguration du Centre Pompidou, pas lui vivant, mais sa mémoire, puisque c'était la première monographie de l'histoire du Centre Pompidou en 1977, ce cher Marcel. Et donc, nous allons refêter avec nos collègues du MoMA et de Philadelphie en 2027 au Grand Palais. Prenez des places. Et donc, ce cher Marcel disait, oui, il y a un mouvement Dada, peut-être balisé dans le temps, 1915, 1916, 1923, 1924, mais surtout, il y a un esprit Dada. Voilà. Et donc, je ne me permettrai pas, surtout pour la jeunesse de ce soir, de donner quelques leçons, mais en gros, si je suis là devant vous à raconter 2-3 histoires curatoriales, c'est peut-être parce que j'étais un tout petit peu Dada dans ma vie curatoriale, et que certes, je me suis occupé des photocopieuses et du papier toilette, mais c'est aussi parce que j'ai pris le truc un peu de biais. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est ma dernière conférence ce soir, m'a dit Jean-Baptiste. Elle est sur Instagram. Je crois que ça s'arrête là après. Donc, c'est un peu comme Présence Panchounette. Il fallait une fin. Alors, la fin, d'ailleurs, elle est arrivée à Dada, parce que vous savez, c'est évidemment La Fontaine que vous connaissez bien, dont d'ailleurs, certains historiens, j'ai malheureusement quitté un petit peu le monde de Dada, mais récemment ont démontré qu'elle n'était peut-être pas de Marcel. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existe plus. On ne sait pas où elle est, cette fontaine. Elle a été probablement détruite. En revanche, en 64, et c'est ça où on est au cœur du sujet de Yann, le reenactment, il a, grâce à l'entremise d'Arturo Schwarz, joué vraiment le fait d'un revival Dada avec les fameuses séries de ready-made. Donc, vous avez un exemplaire qui, contrairement à ce qu'on fait, ce qui est assez intéressant, si vous vouliez le mettre en position d'urinoir, certains ont essayé, ça ne marche pas. En fait, c'est pas du tout un urinoir qu'il a été racheté pour le transformer en fontaine. Il est parti de la photo que je vous ai montrée précédemment pour en reconstituer un quasiment comme une sculpture. Et ça, c'est assez passionnant. Ce qui s'est passé aussi, c'est que tout est Dada, puisqu'un jour, je visitais l'exposition, comme on le fait parfois après pour rentrer dans les détails, faire découvrir ce qu'on a pu vouloir défendre, et je vois un personnage monter sur le socle et dire « Dada, Dada, Dada », il ouvre son pantalon, il urine dans l'urinoir et il détruit l'urinoir. Voilà. Et donc, nous avons eu quand même un geste Dada, alors je n'osais pas apporter l'image, et ce que peu de gens savent, c'est un artiste, Pierre Pinoncelli, qui nous a quittés, c'est qu'à ce moment-là est né un procès Dada, c'est-à-dire qu'il y avait tout un débat, est-ce qu'on va ou non poursuivre l'artiste, puisqu'il avait fait une performance Dada, donc il fallait être Dada jusqu'au bout, et donc respecter la geste artistique. On a longuement débattu, finalement le Centre Pompidou a décidé de l'attaquer, on a gagné, et là s'est passé un autre débat, comment fallait-il restaurer l'œuvre détruite ? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'elle avait été déjà détruite dans une expo de Jean-Pierre Cliquy au Carré d'Art de Nîmes, donc elle avait été déjà restaurée. Et dans le domaine de la restauration d'une céramique, il y a le grand débat entre restauration archéologique et restauration illusionniste, c'est-à-dire est-ce qu'on laisse les traces de la destruction ou est-ce qu'au contraire on tente de les faire disparaître. J'étais partisan de la restauration archéologique pour laisser une trace de cette performance dans l'exposition. J'ai perdu. Donc c'est pour ça que quand vous voyez l'exemplaire de la fontaine de Dada dans les collections du centre, eh ben, malheureusement, l'illusion l'a emporté sur les traces de la destruction. Voilà, j'en finis avec la fin de l'exposition. Je vous ai fait Dada en un peu plus long que les visiteurs qui s'étaient perdus dans l'entrée-sortie, mais avec cette vue sur Paris, avec peut-être qu'on parlera un tout petit peu du Centre Pompidou 2030. Ce n'est pas pour faire assaut d'immodestie ce soir, mais je trouve que la galerie 1, puisque c'est son numéro au Centre Pompidou, au niveau 6, qui est le plus grand espace actuellement au Centre Pompidou, un peu plus de 2000 m², n'est jamais plus belle que quand elle est ouverte sur Paris. Le problème, c'est que beaucoup d'œuvres nécessitent une protection de la lumière, donc il y a une sorte de contradiction dans les termes en permanence, et donc puisque je crois qu'on doit parler un petit peu scénographie ce soir, donc là ce qui était assez intéressant par rapport au projet de l'exposition, c'est que l'idée c'était de traverser le mouvement, et donc on allait chronologiquement depuis quand même l'entrée jusqu'à ici, c'est la salle que je viens de vous montrer qu'on avait appelée subtilement pour une fin d'exposition, fin, et donc on a la vue sur l'ensemble de Paris, mais il fallait choisir des œuvres qui nécessitaient
évidemment la capacité de supporter la lumière naturelle. Donc évidemment, ça collait assez bien avec la réplique du grand verre et d'autres éléments. Mais rien que pour cet élément-ci, qui est les 9 moules Malik, il m'a fallu des heures et des heures de persuasion pour convaincre mes conservateurs restaurateurs de pouvoir exposer cette œuvre sans pouvoir l'abîmer. Il y a d'ailleurs en ce moment un petit clin d'œil, je crois encore pour quelques jours, peut-être qu'elle s'est terminée la semaine dernière, une très belle exposition au musée Tinguely de Bâle, Tinguely dont on va fêter le 100e anniversaire cette année avec une exposition aussi au Grand Palais, sur la vitrine comme espace d'exposition. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à feuilleter le catalogue qui est très très réussi. Clin d'œil très rapide, et j'aurais dû laisser la parole à Yann qui a magnifiquement analysé et Audrey dans leur dialogue. Je ne sais pas si vous vous êtes concertés, mais effectivement, je l'ai dit à quelqu'un dans cette salle, c'est à Dominique Paigny, qui est, je crois, pas très loin. Où est-il? Il s'est caché, Dominique? Oui, il est au milieu. À un moment, je discutais avec lui et je disais finalement, au fond, on refait toujours la même exposition. Au fond, voilà. Alors, Dominique, c'est un petit peu la star pour ça. Je crois qu'il prend n'importe quel sujet et au fond, il parle toujours de son génie, de son identité, de sa vie. Et on a toujours un moment où on revient sur soi avec ce débat dans le débat, mais là, je ne le lancerai pas pour ce soir. Est-ce qu'on n'est finalement pas des artistes frustrés? Je ne parle pas pour Dominique, je parle pour moi. Est-ce que finalement, là, je crois que c'est Audrey qui a dit ça, à un moment, on vous dit, on va parcourir votre œuvre. Et là, j'ai vu Orlan, en premier rang, froncer les sourcils. Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'au fond, on n'est pas des artistes de seconde zone lorsqu'on se lance dans ce travail curatorial où finalement, on essaie d'être au service des œuvres et des artistes, mais évidemment, par définition, puisqu'on n'a pas fait ce choix, qui est un des choix les plus nobles d'une vie, d'être artiste, on est toujours un peu à côté. Voilà, je laisse ce débat. Voilà, supérieur hiérarchique. Voilà. En tout cas, ce que je sais, et Yann et Audrey l'ont dit dans leurs mots fort sympathiques, c'est qu'il y a une sorte de petit chemin qui se crée, et effectivement des compagnonnages. Et donc là, changement d'exposition, mais j'ai repris exactement le même modèle avec la même scénographe, et ça me permet de leur dédier aussi cette soirée. On ne serait rien, et je m'excuse d'enfoncer les portes ouvertes, mais ces aventures, c'est des aventures collectives. Voilà, une exposition, c'est parfois 2 ans, 3 ans, 4 ans de travail, et puisque je dois être à peu près à la moitié de l'heure, donc il m'est imparti, vous faites un grand signe quand vous en avez vraiment, vraiment ras-le-bol. Le collectif, c'est ce qui nous fait vivre dans ce type d'aventure. Je crois que c'est vraiment la grande métamorphose des expositions depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu la chance de discuter avec Pontus Sulten lors de l'inauguration de Dada, et Pontus me disait, il me racontait sa première expo Dada qu'il avait faite au Moderna Museet de Stockholm dans les années 60. Et en fait, il avait décidé l'exposition, de mémoire, je crois que l'exposition devait avoir lieu en mai, il l'avait décidé en mars, et il avait écrit aux artistes une lettre en leur disant « Je prépare une exposition sur Dada, pourriez-vous m'envoyer des œuvres ?» Et il avait reçu les œuvres, à l'époque de beaucoup de Dada qui étaient encore vivants, et il avait fait l'exposition avec, en 2 mois. Voilà. Et ça, je trouve que Pontus, peut-être ne le savez ou pas, était lui-même un artiste. Il a commencé comme peintre, mais au fond, dans ce geste-là, quasiment une œuvre de Maillard, je trouve qu'il y a toute la dynamique d'une exposition. Aujourd'hui, on doit se le dire, aux Beaux-Arts de Paris, comme au Centre Pompidou et ailleurs dans une institution muséale, c'est devenu un petit peu plus strict, c'est devenu un petit peu plus cadré, c'est devenu un petit peu plus contraint, et peut-être qu'on a perdu un petit peu de la magie de ces moments curatoriaux. En tout cas, moi j'aime les compagnonnages et j'aime redire, peut-être raconter la même histoire, et du coup, dans cette exposition, Cabinet de curiosité à Landerneau, j'ai repris le système de Dada, mais en le renversant complètement, c'est-à-dire que pour le coup, là c'était un vrai jeu, il n'y avait pas de sens chronologique, même si on commençait avec ce très beau tableau en trompe-l'œil, qui est en fait un cabinet de curiosité qui est conservé à Florence, et on parcourait comme ça l'exposition avec quelques moments divers et variés. Je vous fais passer très rapidement, puisque voilà. Alors ça, j'essaye dans chaque exposition d'avoir toujours un clin d'œil à Georges-Henri Rivière, pour moi un des plus grands dans le domaine des expositions,
Et là, c'était un petit clin d'œil à ces vitrines du Musée national des arts et traditions populaires. Vous savez qu'on l'appelait le magicien du fil de nylon. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Georges-Henri Rivière dans l'exposition sur la mission Dakar-Djibouti, puisqu'il a aussi joué un rôle dans cette aventure. Voilà. Alors évidemment, une exposition, c'est une quête, hein, avec toujours des choix d'œuvres un peu intrigantes. Ici, des plantes en cire. Là, j'aime dans les expositions, finalement, de manière très simple, et j'ai choisi aussi cette image puisqu'on est dans une institution qui a une des plus belles collections d'anatomie. Alors celle-là, ce n'est pas celle des Beaux-Arts de Paris, mais malheureusement, elle est en caisse. C'est celle du musée de Montpellier. Elle est conservée à Montpellier, et malheureusement, on ne peut pas la voir, ou qu'en partie. Et je trouve que c'est une des tristesses du moment. Ici, un petit clin d'œil aux collectionneurs, sans qui on ne saurait rien pour une exposition. Antoine de Galbert, Jean-Jacques Lebel. Et puis, révéler des choses, terminer, raconter une histoire. Évidemment, le temps. Ça, c'était pour la première fois l'exposition de la collection de sabliers de Jacques Attali, qui passe toujours, je crois, il continue à collectionner des centaines et des centaines de sabliers qui, je trouvais, collaient bien avec cette idée du cabinet de curiosité. Après cette aventure Dada, après cette aventure curiosité, un petit pause au milieu de la conférence avec le vide. Et là, je crois qu'on est au cœur de votre proposition de reenactment, puisque ce sont les images de l'exposition originelle sur le vide, qui s'appelait d'ailleurs pas le vide, hein. On la résume au vide, c'est Yves Klein. Et l'idée avec mes camarades commissaires, c'était de savoir comment, dans une exposition, on pouvait tenter d'évoquer ces gestes extrêmement radicaux. On en avait repéré une dizaine au XXe siècle, d'artistes qui ont décidé de vider un espace et de l'exposer ainsi. Partant d'un principe simple, c'est qu'évidemment, par principe, ces expositions n'existaient plus et étaient liées à un espace particulier. Donc il y avait une sorte de contradiction dans les termes. Et évidemment, pour moi, c'était l'idée que le musée, c'était pousser au fond les contradictions du musée, l'impossibilité d'exposer. J'avais proposé ce projet un certain nombre de mois, d'années, m'a été souvent refusé. Et puis à la fin, par dépit, parce que parfois je suis un peu tenace, le responsable de l'époque me dit « Oui, bon, tu peux faire cette exposition, mais à une seule condition, c'est qu'elle ne coûte rien. » Donc voilà, je me suis lancé. Et c'est pour ça que vous le repérez peut-être au sol. L'exposition, elle avait une petite particularité. C'est pour ça que j'ai mis 7 lieux, 7 expositions. Ce n'est pas la galerie que vous avez vue tout à l'heure pour Dada, c'est un autre lieu. C'est le musée au niveau 4, c'est-à-dire le niveau dit des galeries contemporaines. Et donc, en fait, vous passiez de l'espace du musée, qui serait un peu sur la gauche ici, vous arriviez et, sans transition, à part ce texte, vous aviez l'arrivée dans l'exposition. Donc, une exposition passionnante, hein, une quinzaine de salles vides, avec un cartel et, dans la galerie centrale, des textes qui expliquaient le contenu de chaque exposition. Et est arrivé, évidemment, ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il s'est passé exactement la même chose que pour l'expo Yves Klein. Ce que racontent les témoignages de l'époque, c'est quand les visiteurs sont arrivés dans la galerie d'Iris Clair, ils ont vu cet espace vide, ils se sont énervés pour certains d'entre eux, ils ont saisi leurs crayons, leurs stylos, et ils ont commencé à écrire sur les murs, ce qu'on ne fait pas vraiment dans un musée. Et donc là, vous veniez de Picasso, Braque, vous arriviez dans cette partie du musée, et au bout de 2 jours, les murs se sont retrouvés couverts de graffitis. Et là, cauchemar, au centre Pompidou, on utilise une peinture blanche spécifique, dont chaque pot coûte une fortune. Donc il a fallu tout repeindre. J'ai été viré et ils m'ont envoyé à Metz. Voilà. Voilà. Et me voilà à Metz. Alors, bon, je fais un petit peu vite, mais c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Metz jour, Metz nuit. Et attention, chers amis, moment important de la conférence, tour de magie. Je crois qu'il y a quelques étudiants et étudiantes en architecture dans cette salle. Sur l'écran, l'image du concours du centre Pompidou-Metz. Et attention, attention, mesdames et messieurs, l'image de la réalisation ressemble à l'image du concours. Oui, nous l'avons réussi, nous l'avons fait. Ce n'est pas toujours le cas. Bon,
Il y a Jean-Baptiste qui rit un tout petit peu. Oui, puisqu'en général, on a du mal à respecter. Il y a comme parfois un petit peu de transition. C'est des concours publics, mais bon, voilà. Oui, c'est la galerie qui donne sur la cathédrale, et voilà la réalisation. Une galerie vide. La particularité, on a énormément travaillé le sol, puisque le thème de la soirée est la scénographie, je le dis, puisque dans le domaine de la scénographie, un des grands enjeux, c'est la flexibilité. Ouh là là, la salle polyvalente, la salle multifonction, vous savez, celle dans les municipalités où on fait le mariage, le concert, le truc. Donc dans les expositions, c'est on invite Orlan, on invite Madame Wilson, on invite à là, et il faut que l'espace soit possible pour tout le monde. Voilà. Et c'est quand même assez difficile. Ça coûte une blinde, et on cloisonne pas forcément facilement lorsque vous avez la climatisation et le chauffage qui viennent sur des grilles et autres. Donc ici, petite particularité dont tout le monde nous a dit pendant les 3 ans de la gestation que ça n'allait pas marcher, c'est l'ensemble du sol qui est perforé de millions de trous, ce qui fait que vous pouvez cloisonner comme vous voulez, et vous pouvez garder l'hygrométrie et la température constante sans que vous ayez de problème. L'air de rien, 15 ans après, puisque nous fêtons donc mercredi les 15 ans du Centre Pompidou-Metz, il n'y en a pas une dalle qui a été abîmée, et ça marche. Voilà, donc c'est un sujet, le fameux sujet de la neutralité de l'espace. Enfin, je crois qu'avec Audrey et Yann, vous avez de magnifiques enseignants, sans parler de l'ENSA, des pavillons Posio et du Centre Pompidou, puisque c'est l'entour, c'est ça, c'est les 5 ensemble. Mais Jean-Baptiste ne m'avait pas dit que vous fusionnez tous les 5. Enfin, je suis prêt à vous accueillir, ça serait super. Bon, alors, là, il y a beaucoup moins d'humour. À ce moment-là, l'aventure scénographique, évidemment, passe par le développement durable. Et donc là, peut-être en question tout à l'heure, je vous démontrerai que le développement durable ne passe pas que par la réutilisation d'éléments scénographiques. Mais je laisse un petit teaser pour tout à l'heure. Voilà. Alors, petit lien avec le sujet du vide. Moi, ce que j'adore dans les expositions, c'est le moment où les scénographies sont vides. Donc, mesdames et messieurs, ce soir, pour vous, en avant-première, l'expo chef-d'œuvre, expo inaugurale du Centre Pompidou-Metz. Alors, chef-d'œuvre, pourquoi? C'est un petit peu comme le nombre 7. Les gens ont commencé à voir le chantier du Centre Pompidou-Metz apparaître. On dit « Ah oui, bon, ça a l'air pas mal votre truc, c'est sympa. » Mais les chefs-d'œuvre vont rester à Paris. Et donc, pendant 3 ans, j'ai entendu cette rengaine. Et donc, on ne trouvait pas de sujet pour une exposition inaugurale. Or, lorsqu'une institution ouvre, la première expo, je trouve qu'elle donne le là. Elle est un peu comme un manifeste. Il ne faut pas se planter, quoi. Bon, on pourra réfléchir tout à l'heure aux institutions qui se sont plantées ou qui ont réussi dans ce sujet. Je pense que chacun a son petite idée. Bon, et à force d'entendre ce mot, un jour, je suis revenu vers l'équipe, j'ai dit, écoutez, les amis, je crois qu'on a trouvé notre sujet d'exposition. Chef-d'œuvre. Mais on va mettre un point d'interrogation. Voilà. Et du coup, on s'est lancé dans cette aventure. Alors voilà le vide. Voilà ce qui avait beaucoup plu à Audrey, les meurtrières, vide. Voilà. Et là, le moment de l'arrivée des caisses. Et puis alors après, on ouvre les caisses. Alors là, bon, j'ai fait un petit moment démagogique. On a ouvert la première caisse avec le Giacometti. Et donc là, j'ai convié les élus, parce que ce sont les collectivités territoriales qui financent le Centre Pompidou-Metz. J'ai dit, regardez, vous vouliez des chefs-d'œuvre? En voilà un. Savez-vous le prix de ce Giacometti? C'est le prix du Centre Pompidou-Metz. Bonne nouvelle, vous allez en avoir 1000 en plus. Je dis, bon, très bien, on fait l'expo. Voilà. Alors, comme bon, certains le savent, j'aime l'art contemporain, mais pas trop. Voilà, je plaisante. J'ai poussé le cas à la limite, et vous le voyez, un petit Georges de la Tour. On était en Lorraine, hein, on ne se refait pas, mais Georges de la Tour, peintre redécouvert, regard contemporain, comme Ligier Richier. Voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Et voilà, un petit déroulé. Hein. Alors, Audrey, on a touché un mot. Ça, c'était quelque chose qu'on voulait réaliser depuis longtemps. C'est amener le visiteur à une certaine frustration. Donc, vous rentriez dans la galerie et vous ne pouviez pas aller à l'œuvre. Vous étiez contraint, hommage à Duchamp, hommage à une exposition d'Herzog et de Meuron, Perception Restraint. Et je voulais aller jusqu'au bout de l'histoire. C'est qu'en fait, vous passiez d'un bout à l'autre de la galerie en ne pouvant pas traverser directement le mur. Et là où c'était légèrement pervers, c'est que vous voyez que tous les chefs-d'œuvre qui sont ici n'ont aucun cartel. En fait, pour voir le cartel,
il fallait se tenir dans cette galerie et se tourner. Donc, j'ai essayé d'apporter une contribution à ce débat sans fin du rapport du cartel à l'œuvre, du rapport du lisible et du visible. Bon, qu'est-ce qu'on n'en a pas pris plein la gueule, mais pour une fois, vous pouviez voir des œuvres sans avoir à lire et à vous prosterner. Voilà, c'est une proposition. Je ne dis pas qu'elle est parfaitement réussie, mais en tout cas, elle a eu le mérite de pouvoir vivre sa vie pendant 1 an et avoir un petit succès. Le musée imaginaire, la transhumance, donc là, autre clin d'œil à Jean-Jean Rivière. Bon, le Musée national des arts traditions populaires, une grande perte de l'histoire de nos musées, car, rappelons-le ce soir, une fois de plus, les musées ne ferment pas, ils se métamorphosent, mais ils meurent aussi. Et oui, malheureusement, les musées meurent. Jean-Baptiste, qui a travaillé au cabinet de la ministre de la Culture, tient à votre disposition la liste des musées fermés et morts de notre pays. Voilà, une liste secrète et confidentielle, Jean-Baptiste, vous me le disiez, mais je crois que vous allez la révéler ce soir. Voilà, les musées encaissent. Voilà. Et là, le final, donc vous avez vu tout à l'heure cette galerie avec vue sur la cathédrale, qui, pour moi, était le vrai chef-d'œuvre de l'exposition. La citation est parfois attribuée à Pierre Bonnard, parfois à Ellsworth Kelly, parfois on dit que c'est Ellsworth Kelly qui a lu ça dans les écrits de Pierre Bonnard. Mais enfin, en gros, les deux disaient que finalement, ce qu'il y a de plus beau dans un musée, c'est la fenêtre. Voilà, et donc, évidemment, à Metz, c'était la fenêtre donnant sur le chef-d'œuvre de la cathédrale. Donc, c'était un petit clin d'œil pour la fin de l'exposition. Et là, un petit clin d'œil, puisqu'il y a quelques personnes ce soir qui étaient là pendant cette soirée d'inauguration du Centre Pompidou-Metz. Bon, on fait quand même ce métier pour ça, pour que des visiteurs viennent franchir la porte d'une exposition. Transition toute trouvée à propos d'un lieu pas du tout visité, Versailles, voilà, où on m'avait demandé pendant quelques années de faire la Nuit Blanche. Et donc, qui dit Nuit Blanche dit art contemporain. Donc là, je vous montre cette œuvre qui a été censurée par un de mes collègues conservateurs. Donc on avait invité Alain Séchasse. Alors j'attire votre attention sur le caleçon. Ce ne sont pas des fleurs de lys, mais des bananes à éplucher. Un petit lien avec Maurizio Cattelan et notre ami Fume. Et on l'avait calé exactement dans cette magnifique pièce du mobilier versaillais. On ouvre l'exposition et le chat d'Alain disparaît. Et merde. Enfin, alors je dis, enfin, bonne nouvelle, on va enfin parler de l'exposition, parce qu'un vol, ça n'a rien de tel pour bien faire parler d'une exposition. Voilà. On cherche. C'était un conservateur qui m'avait fait la leçon pendant 1 an, m'expliquant que c'était un scandale de mettre de l'art contemporain à Versailles, alors que pour la petite histoire, tout ce que vous voyez autour est faux. Hein. Vous l'avez même vu parfois reconstitué, redécoré, et ainsi de suite. Il avait pris l'œuvre et il l'avait mis sur son armoire de bureau. Voilà. Enfin, quand même. Voilà. Ah, je l'ai oublié, il est parti à la retraite. Voilà. Donc ça, pendant 3 ans, on a fait. Donc tout à l'heure, Yann a évoqué Daniel Buren. Je vous montre cette œuvre parce que c'est une œuvre de Daniel qui a été très peu vue, mais qui est juste une folie sur Terre. C'est une anamorphose. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est au point de vue au-dessus du parterre de l'Atone. Et vous avez un carré. Mais pour faire un carré au niveau du point de vue de l'Atone, en gros, les pièces de bois blanc que vous voyez là font la taille de cette salle, et alors qu'ici, c'est la bande de 8 cm 7. Voilà, donc vous voyez le rapport de perspective que j'aime bien. Alors, on a fait beaucoup la fête, notamment là j'avais amené, là, c'est les petits jeux curatoriaux, c'était la plus grande boule à facettes du monde. Ne ratez pas l'expo disco, très bien. Et un petit hommage à Gino De Dominicis avec Calamita Cosmica qu'on avait pu aligner. Avant, donc pendant 3-4 ans, je montre ça, et au bout de 4 ans, je rends mon tablier, je dis bon, c'est bon, j'ai passé c'était le temps de passer le tablier, de passer à autre chose. Et le nouveau président de l'époque me dit non, écoute Laurent, si tu as une idée, vas-y. Et donc je dis on faisait ça pendant Nuit Blanche, beaucoup d'énergie. Alors c'était pendant 2 soirs. Mais peut-être qu'on pourrait changer de concept et inviter un artiste à être pendant une saison. Et pour que ça ne fasse pas trop de polémique, alors j'avais dit une connerie, on va peut-être la faire gratuite. Et donc pour la faire gratuite, je dis le plus simple, c'est de la mettre dans les grands appartements du roi. Et je corrige parfois quelque chose que vous avez entendu. Non, je n'ai pas reçu un ordre pour inviter Jeff Koons à Versailles. Non,
Ça n'a pas été une vue d'en haut. C'est une proposition que j'ai faite avec un principe simple curatorial. Pourquoi Jeff Koons? Ça m'a été beaucoup reproché, parce que j'ai dit, c'est un artiste connu, il était à l'époque, mais dont l'œuvre n'avait quasiment jamais été montrée en France. Encore à l'heure où nous nous parlons ce soir, il y a un seul Jeff Koons dans une collection publique, c'est au FRAC Aquitaine. Voilà. Donc, je me suis dit, quitte à faire ce métier, montrons les vraies œuvres de Jeff Koons, et pourquoi pas dans un cadre un peu particulier. Donc, le principe était d'implacable logique, une œuvre, une salle. Voilà. Donc, on peut faire un petit tour. Voilà. Si vous n'aviez pas vu l'exposition, un peu vite, mais je vois que le temps passe. Voilà. Alors, vous voyez des échos très subtils. Voilà. Alors là, celle-là, c'était, donc vous avez reconnu la chambre de la reine. C'est le moment où les visiteurs qui détestaient Jeff Koons me disent « Ah, enfin, il n'y a plus de Jeff Koons. » Mais si, il est là. Voilà. Voilà. Alors, ceux qui détestaient vraiment Jeff Koons, je leur dis « Écoutez, il y a une bonne nouvelle. Grâce à Jeff Koons, vous allez enfin pouvoir voir les plafonds de Versailles qui ne sont pas les éléments les plus ratés de la décoration. » Voilà. Donc, du coup, voilà, vous aviez les visiteurs qui faisaient une performance. Voilà, c'est cette œuvre qui appartient au FRAC Aquitaine. Un petit cœur pour la fin. Et beaucoup de gens ont malheureusement raté dans le jardin le split rocker qu'on avait installé avec les jardiniers de Versailles. Et au fond, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'exposition, si vous le souhaitez tout à l'heure, ça sera avec plaisir, mais c'était évidemment un clin d'œil un peu lourd, peut-être, je m'en excuse, mais au génie des jardiniers de Versailles et de cette fameuse anecdote du changement des parterres de fleurs que les rois successifs demandaient très régulièrement. Alors, on joue toujours sur le rythme. Certains disent oui, le matin était différent de l'après-midi. Dans la réalité, c'était un petit peu plus compliqué, mais il y avait ce génie du parterre floral, et je pense que le split rocker était un petit clin d'œil à ce sujet. Voilà. Et ensuite, on a continué. Et comme tout est dans tout et réciproquement, c'est Xavier Veillant. Et maintenant, le carrosse est à Metz. Je n'y suis pour rien. En revanche, ce qui est peu connu, c'est cette œuvre de Xavier qu'on avait faite à la fin de l'exposition, qui à l'époque était le plus grand jet d'eau d'Europe, mais qui venait évidemment contredire ou être en contraste avec le miroir d'eau. Voilà. Alors ça paraît tout simple, mais ça a été juste un enfer sur Terre, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'électricité dans cette partie du château. Donc, bon, voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on ne le referait plus. Ce n'est pas ultra développement durable, mais ça donne une image. Alors, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que le jet d'eau était vraiment puissant. Et donc, en fait, pour celles et ceux qui ne l'ont peut-être jamais fait, je vous encourage à le faire, on peut faire de la barque sur le Grand Canal. Donc, on a mis en marche le jet d'eau, puis les premières barques sont parties, puis elles ont coulé. Voilà, ou presque. Donc on a dû mettre des barrières gonflables pour pas trop s'approcher du jet d'eau tellement il était puissant, parce qu'en fait l'eau retombait dans la barque. Donc il n'y a pas eu de mort, mais bon voilà. Le jardin de Versailles me tend la main pour vous parler un petit peu de jardin au Grand Palais. Alors vous l'avez vu, beaucoup d'expos en un mot. Avec le temps, bon, je me suis arrêté de faire des expositions depuis au Centre Pompidou, mais je me suis dit, un des trucs les plus cauchemardesques dans la préparation d'une exposition, c'est le choix du titre. Et donc, alors, quand vous avez trouvé un titre, très souvent, il est abscon, donc dire, bah, c'est pas grave, on va mettre un sous-titre. Puis quand vous avez trouvé le sous-titre, dit, bah non, on ne comprend rien au sous-titre, on va mettre un sous-titre au sous-titre. Voilà. Donc vous avez quelques exemples, et au final, on se souvient rarement du sous-titre. Et donc, je me suis dit, bah, faisons simple, faisons dada. Donc, du coup, vous avez remarqué, beaucoup des expositions que je vous présente ce soir sont en un nom. Et jardin, peut-être entrera dans la catégorie que vous décriviez tout à l'heure, l'exposition impossible. C'est une stupidité sans fin d'exposer un jardin dans un musée. Alors, il y a des jardins de musée, il y a des musées de jardin, mais je me suis un petit peu intéressé au jardin. Par définition, cette matière vivante n'a rien à faire au musée, mais c'est ça qui m'a passionné, d'essayer de raconter une histoire. Voilà, avec des moments plus ou moins de méditation, comme cette salle que j'aime bien, où finalement tout est faux, entre le Franz Giertz et le Thomas Demand, et ce magnifique
papier collé de Matisse. Et là, autre scoop de la soirée que vous retrouverez l'année prochaine, mesdames et messieurs, en avant-première au Grand Palais pour une exposition Matisse. Voilà. Et un petit clin d'œil comme ça à la praticité. J'aime beaucoup cette salle sur les vues d'en haut, avec les lunettes des jardins des Médicis, cette maquette extraordinaire du XVIIe siècle, la vue de Marly. Voilà, c'est un rassemblement d'œuvres qui ne sont pas des chefs-d'œuvre au sens pictural du terme, mais qui n'avaient jamais été faites et qui, je crois, donnaient une impression assez nouvelle de cette idée simple que le jardin, au fond, c'est une promenade. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire ce soir, d'où aussi les 7 lieux sans bottes. Ce tableau, c'est un petit peu un symbole de notre métier. Je parlais tout à l'heure des reconstitutions d'ensemble, de l'énergie qu'on peut mettre à faire venir des œuvres du monde entier. Ce tableau, il est au bout de la rue, ou quasiment, il est à la Banque de France, et c'est peut-être le plus beau tableau du XVIIIe siècle français, c'est la Fête à Saint-Cloud de Fragonard. Voilà. Bon, je me suis dit, pour une exposition sur les jardins, il nous faut ce tableau. 2 ans et demi de travail, ou en tout cas pas tous les jours, mais de persuasion, de dialogue, de conservation, et sans en faire un trophée, le fait de pouvoir le remontrer aux visiteurs me semble être au cœur de ce qu'on essaye de faire dans nos projets. Il me reste encore un petit peu de temps. Oui. 5 minutes. C'est 10 minutes, je ne sais pas. 5-10, bon, ça tombe bien, il y a encore 300 images. Voilà. Alors, Dominique, désolé, je ne savais pas que tu serais là ce soir, mais un petit clin d'œil diorama. Le diorama a une histoire passionnante, mais notamment, il y a une partie de son histoire qui est due aux toiles qui sont travaillées de telle manière que quand on les éclaire de l'arrière, il se passe un phénomène étrange. Regardez cette vue de volcan, le Vésuve, avant, après, éclairage, sans trucage, peinture extraordinaire. Voilà, marche uniquement par le fait que la lumière vient varier sur le fond pictural, donc la lumière est placée derrière la toile. Voilà. Et donc, comme l'ont dit Audrey et Yann tout à l'heure, diorama au Palais de Tokyo. Donc j'ai un seul regret, c'est qu'elle a eu lieu pendant l'été. Et l'été au Palais de Tokyo, il fait chaud. Donc il a fallu un petit peu mettre d'air frais. Mais il y a un peu moins de visiteurs. Et au fond, on a émis beaucoup d'énergie. Et bon, c'est un petit peu dommage. Elle n'a peut-être pas eu le succès, pas forcément le succès de critique. Ça, évidemment, je vous laisse juger. Mais j'aurais aimé qu'elle ait un petit peu plus de visiteurs parce que je crois qu'elle montrait une énergie, ou en tout cas un point de vue sur l'art contemporain un petit peu différent, en essayant de partir évidemment du diorama traditionnel, mais au fond, ce qui était passionnant dans cette exposition, là j'aime beaucoup cette série de photos avec les êtres humains qui viennent nettoyer les dioramas du Muséum d'histoire naturelle de New York, avec évidemment des clins d'œil aux grands dioramas et artistes que vous connaissez. Ça, c'était la première fois qu'on les exposait. C'est Anselm Kiefer, qui est connu pour faire des œuvres de petite dimension. Et ce qui est moins connu, c'est qu'il fait des dioramas qu'on a montrés dans ce projet. Voilà, les axolotes et Tatiana. Et l'exposition, plus on avançait, plus l'idée était de fond de poser cette question: sommes-nous pas, comme ce soir, peut-être dans un grand diorama, avec cette œuvre de Ken Ponkman, où l'Indien sort, et on terminait avec un Dwayne Hanson qui repeignait l'exposition. Voilà. Transition peut-être un peu rapide avec notre Isole Ambroge. On me demande parfois quel est mon musée préféré. Alors, ça dépend du jour, ça dépend du climat, ça dépend de l'humeur. Mais ce soir, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer Isole Ambroge, qui est un musée près de Düsseldorf, qui a été fait par un collectionneur qui s'appelle Monsieur Müller, et au fond, qui a inventé, pas forcément, il n'est pas le seul, mais ce type d'exposition où on marie art ancien et art contemporain. Mais surtout, il a choisi une ancienne station de missiles de l'OTAN, qu'il a transformée en un grand jardin. Il y a mis des pavillons, et voilà, il y a plus. Et il a fait dialoguer, par exemple ici, Larkmer et Gotthard Graupner, et ici Yves Klein. Et vous le voyez sur cette image, ce musée a plusieurs caractéristiques. Alors, une que j'aime beaucoup, pas de cartel. Une autre, pas de gardien. Une troisième, les portes sont ouvertes sur le jardin que je vous montrais tout à l'heure. Une quatrième, pas de lumière artificielle.
C'est-à-dire qu'en fait, le musée ouvre avec le lever du soleil et ferme avec le coucher du soleil. Et à la fin de la visite, on vous donne un ticket et vous êtes invité dans le dernier pavillon à un repas. Et le repas est fait avec ce qui est cultivé autour de vous. Bref, n'en jetez plus. Voilà, le musée est parfait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a même pas de commissaire d'exposition. Bon, je crois que vous avez encore un soupçon d'énergie, un petit peu de propagande. Chers amis, nous vous attendons bientôt. 2026, le Centre Pompidou francilien, voilà, à Massy. J'en parle un petit peu parce qu'on n'en a pas encore, je crois, assez communiqué. Mais comme vous le voyez avec cette image en avant-première pour vous, ça y est, il est prêt. Il y a même un lac là. Et ici, ça sera la station Massy Opéra de la ligne 18. Vous avez peut-être déjà pris la prolongation de la ligne 14, 25 minutes de Paris. On vous attend. Et là, pour vous ce soir, la première image du Centre Pompidou 2030. Alors, vous me dites, mais c'est dingue, ça ressemble à avant. Oui, c'est ça, c'est le principe. Mais ça ne coûte que 500 millions d'euros. C'est le concept assez simple du Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est-à-dire que l'enveloppe restera celle qu'ont rêvé Renzo Piano et Richard Rogers, mais l'intérieur, en fait, quand vous commencez à regarder, il y a plein de petits détails subtils, de transparence, de visibilité, d'ouverture sur la rue. Et pour la première fois, l'ouverture de la terrasse du 7e étage. Et la bonne nouvelle, c'est que là-haut, il n'y aura pas d'exposition à voir, mais simplement le ciel et l'horizon. Mille merci.